Bienvenue à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de vous être inscrits à cet événement qui marque le retour de nos petits déjeuners inspirants. On organise assez régulièrement. Alors, le principe de ces petits déjeuners, c'est justement de partager avec vous un sujet sur lequel on va présenter en détail pendant une demi-heure, une heure, le temps d'aborder soit un concept, soit une fonctionnalité de notre application, une approche, dans le but finalement de vous donner des inspirations et des idées pour vos prochains modules de formation. Et puis, il y a toujours une partie d'échange qui est prévue, donc c'est pas complètement, descendant. On vous laisse bien évidemment la parole, que ce soit à des moments donnés dans la présentation ou en fin de présentation pour poser des questions ou peut-être faire des retours d'expérience également. Donc pour ma part, je suis, Dominique Saint-Remy, je suis le responsable du développement de Dripster en France, ou en tout cas dans les pays francophones, puisqu'on a, avec nous aujourd'hui des personnes qui sont de Belgique ou de Suisse. Et le but d'aujourd'hui, c'est d'aborder un sujet, bah, qui forcément, ne vous a pas échappé. On parle de l'IA ou plus précisément de l'IA, dans la formation. Comment soutenir le processus d'apprentissage? Comment permettre à l'apprenant, d'acquérir et de maintenir un set de connaissances et de compétences tout au long de l'année, de manière efficace? Alors, juste pour le reste de la présentation, je vous demanderai de couper vos micros pour éviter les dérangements, même si, comme je l'ai dit juste avant, il y aura des moments où je vous solliciterai, pour vous poser des questions ou pour vous laisser un moment à la fin de la présentation pour pouvoir échanger et répondre à vos questions de manière générale. Je commence directement avec, une question pour vous. Si on parle d'IA justement, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui? On parle d'IA au sens large, pas forcément pour la formation. Quels sont les cas d'usage que vous voyez le plus régulièrement? Savoir que quelqu'un, en fait, je voulais dire, dans la formation, beaucoup les recommandations aujourd'hui. Ouais, tout à fait, effectivement. Ça fait effectivement partie des sujets. Alors les idées qu'on avait en tête, en tout cas, de manière plus générale, on avait, beaucoup de sujets liés à enfin, ça a vraiment révolutionné le monde. Anne, vous avez totalement raison, les recommandations font partie des sujets dans la formation, je vais y venir juste après. Là, on retrouve beaucoup d'IA, ce sont des cas d'utilisation, comme pour les robots intelligents, par exemple, qui adoptent des comportements humains alors qu'ils sont complètement robotisés. On a les algorithmes de manière générale. Il y a Tesla, bien évidemment, qui a développé des voitures qui sont capables de conduire automatiquement. On a Netflix qui, bah, comme Anne vient de le suggérer, propose des recommandations de films ou de séries sur base de données qui correspondent à notre profil en fonction de ce qu'on a regardé, de ce que les autres ont regardé, etc. On a cette fameuse image du pape que vous avez certainement tous vue passer, qui a été 100% générée par une intelligence artificielle, le logo de ChatGPT, la chirurgie robotisée également, où certains robots sont capables de reproduire des gestes de chirurgiens uniquement via un algorithme. On voit les lunettes de l'Apple Vision. On a aussi le cerveau, alors qui n'est pas une intelligence artificielle en tant que telle, mais qui est une intelligence. Et le dernier point, c'est Jarvis, qui est, alors pour les puristes, qui est l'intelligence artificielle de Tony Stark, qui est Iron Man dans les Avengers et qui lui permet justement de proposer des solutions, des recommandations, sur base de l'environnement. Donc là, on est vraiment sur, l'IA au sens large et bah, bien évidemment, la formation n'a pas échappé à ce sujet-là. Bien au contraire, on a énormément de sujets, pour lesquels l'IA est utilisée aujourd'hui. Alors, Anne retrouvera effectivement la suggestion de contenu, dans les sujets qu'on voulait aborder. Celui, en tout cas pour le moment, qui revient le plus souvent dans le cas d'utilisation de l'IA, c'est pour la création de contenu. Heu, on a énormément enfin, en tout cas d'articles, de visions sur l'utilisation d'IA générative pour créer automatiquement et rapidement des contenus. Alors quand on parle de contenu, ça peut être directement des modules de formation, qui vont être, directement exploitables, aller chercher les informations sur un sujet donné, les mettre en forme, les mettre en ordre pédagogique. Ça peut être aussi de l'utilisation pour créer des images, des vidéos, ou des médias qui seront utilisés justement dans vos modules. On a vu, récemment, c'est même comment dire? Un intervenant qui expliquait un sujet, avec une voix réelle et tout ça était entièrement généré par l'IA.
On a des recommandations de parcours personnalisés dans ce qu'on appelle le macro-adaptive learning. Concrètement, on va passer un test de positionnement et selon le test, que j'aurai passé, ben, on va voir sur un parcours de 10 modules, on va me recommander de faire les modules 1, 2, 3, 7, 9 parce que j'aurai eu tel et tel résultat, là où mon collègue, lui, aura les 2, 4, 5, 8. Ensuite, on a, bah, effectivement les recommandations de modules selon ce qu'on a pratiqué, donc en fonction des modules que j'ai parcourus, de mon profil, et de ce que d'autres personnes ont parcouru également, d'autres personnes similaires. On va me proposer des modules supplémentaires ou complémentaires pour justement me permettre, de me former, plus efficacement, plus complètement. Le dernier point, c'est le soutien au formateur ou à l'administrateur. Ça dépend comment on voit le point de vue, mais ça permet finalement une automatisation des tâches qui apportent peu de valeur ajoutée, comme de l'ajout, de la suppression d'utilisateurs, l'ajout à un parcours, le retrait en fonction du niveau de complétion du profil, des reportings automatisés et augmentés avec des aides à la prise de décision. Tout ça, on peut utiliser de l'IA pour le mettre en place et pour finalement supprimer des tâches qui sont chronophages, pour, justement utiliser notre temps, autrement. Alors effectivement, il y a beaucoup, de cas d'application d'IA dans la formation, mais qui soulèvent aussi des challenges. Si on prend, les IA génératives et ChatGPT plus précisément, ben, on a 3 challenges qu'on identifie. Le premier, c'est sur la qualité de la création. Est-ce que si on confie la création d'un module entièrement à une IA, est-ce que le niveau de qualité et de précision sera aussi bon, que celui d'un humain? Heu, alors, c'est vraiment des questions que je pose, hein. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ça dépend effectivement de la manière dont on va poser la question. Donc il y a une certaine qualité de la donnée à l'entrée pour avoir une bonne qualité à la sortie. Ça dépend du public cible et ça demande effectivement un besoin de vérification. On ne peut pas faire 100 confiance à une IA, ça a été démontré. Ça dépend de comment on pose les questions, ça dépend du sujet. Les réponses seront plus ou moins précises, selon comment on a posé la question. Après, il y a effectivement un challenge humain, aujourd'hui. Est-ce que, l'intégration de l'IA pour la conception pédagogique, ça veut dire, des changements par rapport à l'ingénierie, le poste d'ingénieur pédagogique ou la disparition de tout simplement de ce poste-là? Parce qu'aujourd'hui, on a un outil. Alors je suis désolé, j'entends un écho. Je vais demander à la personne de couper son micro, je ne vois pas qui c'est. Merci. Alors, il y a un challenge humain donc qui va effectivement apporter des changements sur l'ingénierie pédagogique. On a un outil qui permet de créer des contenus 10 fois plus rapidement. Et donc, est-ce que ça veut dire que, on va remplacer les ingénieurs pédagogiques par des IA? C'est vraiment la question un peu bateau, mais qui est une question qui mérite d'être posée. Hem Et encore une fois, ça dépend de comment on l'utilise. Si on se dit: «Je vais créer mon module à 100 avec une IA», ça veut dire qu'on change un peu l'approche qu'on a. Si on se dit: «J'utilise l'IA pour chercher de l'inspiration, pour, créer pour utiliser pour des tâches répétitives», comme dans le cas de Drillster pour poser des équivalentes questions, alors l'IA devient plutôt un allié et plus un concurrent. Donc encore une fois, ça dépend de où on place le curseur. Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même un besoin d'interaction humaine pour pouvoir vérifier la qualité du contenu et son efficacité. Le dernier point, c'est la conformité, parce qu'effectivement, il y a des sujets, lorsqu'on parle d'IA générative, de confidentialité des données. Toutes les infos qui sont partagées avec ChatGPT peuvent potentiellement devenir publiques et donc, ça a généré pas mal de levées de boucliers des institutions, notamment au regard des RGPD. Je sais qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, vers ChatGPT et qu'il y a pas mal d'institutions qui renoncent un peu à utiliser ce genre d'outils, pour justement des raisons de confidentialité, éviter que les données ne partent un peu partout. Donc on a ces différents modes, qui ont leurs avantages, leurs inconvénients, bien évidemment. Mais plus globalement, est-ce que vous pensez que ces technologies, ces avancées technologiques nous permettent d'apprendre différemment? C'est une question, encore une fois, que je vous pose. Moi, j'ai Oui, tend j'aurais tendance à penser que oui, puisqu'on a une ouverture sur, des contenus ou des informations, qui nous sembleraient pas forcément, de prime abord,
faciles d'accès et auxquels on peut avoir en fait, de suite un aperçu grâce à l'IA. Ouais, Donc, je dirais une facilité d'accès, à l'information et une ouverture en fait. super, très bien. Anne, vous vouliez intervenir aussi? Oui, je disais que ça pouvait donner, mais ça rejoint un petit peu le commentaire qui vient d'être fait, c'est qu'à un instant T, on peut aller chercher une information et avoir une réponse immédiate, un peu on the job. Et ça peut faire évoluer la manière dont on apprend et pas forcément le faire dans le cadre d'une formation. On a besoin d'un soutien juste à un moment précis, on peut le trouver. Ouais, super. Bah, c'est une très bonne remarque. Donc effectivement, il y a, aujourd'hui la possibilité d'avoir ces avancées technologiques qui ont permis aujourd'hui de mettre à notre disposition énormément d'informations, qui sont à portée de main. Ça peut être sur le téléphone, ça peut être via un chatbot sur lequel on va poser sa question, qui va aller chercher ces informations. Donc on a, énormément de possibilités d'aller trouver une information directement dans notre téléphone, sur notre tablette, sur l'ordinateur, au moment où on en a besoin. Heu, pour autant, ça ne permet pas finalement ça accélère, ça permet d'automatiser, d'améliorer certains processus, de rendre une information disponible, mais la manière dont on apprend, je parle du point de vue pédagogique, n'a pas forcément changé. On reste sur, des contenus qui sont dits traditionnels, ça veut dire des manuels, des livres, des PDF, surtout dans la digitalisation si on parle d'IA, mais on sera principalement sur des PDF qu'on va lire ou des e-learning auxquels on va cliquer. Et donc on a toutes ces informations qui sont disponibles. Pour autant, on n'a malheureusement pas encore la possibilité d'apprendre à la manière de Néo qu'on voit sur la droite. Donc c'est encore une fois, pour les puristes qui reconnaissent le moment où on lui branche la prise avec la petite cassette et il se réveille et il dit: «Je connais le kung-fu». On n'a pas encore, réussi à arriver à ce point-là. Pour autant, est-ce qu'on a besoin d'apprendre différemment? Ici, la réponse, ça va être oui, parce que, il y a des mécanismes de survie, cérébraux qui se mettent en place justement pour, libérer de la place pour les tâches essentielles. Je vois que Célina, vous levez la main? Oui, c'est ça. J'avais envie d'intervenir par rapport à ce changement de manière d'apprendre qui est pas très flagrant, j'ai l'impression dans ce que vous dites et du coup, je me posais la question par rapport à tout ce qui est chatbot. Lorsqu'on a des chatbots, avec lesquels on interagit en tant qu'apprenant, comment est-ce que là, l'expérience apprenant se modifie? Alors par rapport au chatbot, en fait, on rejoint un peu le point qu'on mentionnait avant, c'est-à-dire que le chatbot, finalement, ça va permettre de poser une question et d'obtenir une information en retour, qui va permettre d'affiner un point. Par exemple, on est en train de lire, quelque chose sur une règle un processus de fabrication. On a besoin d'avoir plus de détails. On va pouvoir poser la question au chatbot qui va aller chercher cette information et la détailler pour nous. Pour autant, ça reste, des méthodologies qui sont dites passives puisque, ce que l'apprenant va faire, c'est qu'il va lire l'information, ça va peut-être prendre la forme d'une vidéo. C'est juste scanner une information, et obtenir une réponse en retour. Donc le fond reste le même, même si on a plus facilement accès à cette information-là, puisque de manière traditionnelle, si on devait faire les recherches nous-mêmes, aller sur internet, faire une requête, regarder les articles Google qui correspondent, ou acheter des articles, bah, finalement, là, ça nous permet en quelques secondes de les avoir. Le traitement pédagogique, lui, reste le même. On va lire, on va regarder la vidéo, de manière passive. Donc là où je veux en venir, c'est que ça n'a pas changé le fondement, de la manière d'apprendre. On revient sur ces connaissances qui sont à portée de main, mais qui ne sont pas, absorbées de manière différente par le cerveau. Et alors donc comme je le disais justement, il y a des mécanismes de survie, qui sont mis en place par le cerveau pour libérer de la place, pour le maintenir pour les tâches essentielles. Le premier point qu'on voulait évoquer, c'est l'effet Google. L'effet Google, il rejoint un peu ce point chatbot. En fait, tout simplement, alors il s'appelle l'effet Google, qui a été mis en place par une scientifique qui s'appelle, Betsy Sparrow à l'université de Columbia et en fait, c'est un effet qui a démontré que notre cerveau a changé la manière dont il fonctionne, à travers le temps parce qu'aujourd'hui, il sait tout simplement qu'il peut retrouver des informations très facilement via un chatbot, via Google, d'où le nom de l'effet. En utilisant l'ordinateur, la tablette, le portable, on sait que, si on a besoin d'une information, on peut aller très rapidement, la chercher.
Et en fait, au fil du temps, le cerveau, il a changé son fonctionnement. Il est passé d'un mode où il va mémoriser une information à finalement mémoriser le chemin pour récupérer cette information, la manière dont il peut aller la chercher et pas l'information elle-même. Je vais vous citer un exemple qui va très certainement vous parler. Si on prend, les téléphones portables, avant l'arrivée des téléphones portables, on connaissait tous les numéros de téléphone de nos proches, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis. Dès qu'on avait quelqu'un à appeler, ben, on avait le numéro en tête parce qu'on était habitué à les pratiquer, à les mémoriser, parce que, on n'avait pas d'autres moyens finalement. Les rares qu'on ne mémorisait pas, ils étaient inscrits dans un carnet, mais en tout cas, les autres, on les avait en tête. Et aujourd'hui, on retient plus les numéros de téléphone des gens parce qu'on sait qu'en 2 secondes, on peut ouvrir notre répertoire dans le téléphone et accéder à un numéro. On a juste à taper quelques lettres du nom ou le début du numéro et il apparaît. Et donc finalement, notre cerveau, mais il s'est dit: «Je ne vais pas retenir le numéro de téléphone puisque je sais qu'en 2 secondes, je peux retenir, je sais comment je peux aller chercher cette information-là». Donc, on a besoin justement de pouvoir, dans certains cas, s'assurer que, on a des connaissances qui sont bien en tête. On ne peut pas tout mémoriser, juste par le chemin de récupération. Il y a des exemples où il est impératif d'avoir, certaines connaissances ou compétences pour les avoir bien en tête. Alors je tiens juste à préciser que, l'effet Google, c'est pas forcément un effet négatif. C'est pas une question d'oubli, justement, c'est une optimisation de la mémorisation. C'est le cerveau qui va libérer de la place. Il sait qu'il peut désencombrer, son stockage pour d'autres choses qu'il considérera comme plus essentielles, puisque ces informations, il sait qu'il pourrait les retrouver facilement. Il se dit: Je vais libérer de la place de ces informations pour autre chose, qui sera peut-être plus utile ou que j'ai besoin de mémoriser». Et justement, il y a des métiers dans lesquels on a besoin de pouvoir réagir, assez rapidement, assez facilement, que ce soit sur, une intervention, en urgence, dans un avion, par exemple. Il y a un téléphone qui prend feu, on n'a pas forcément le temps de réfléchir, aller voir le manuel, se dire: «Ah bah tiens, attends, quand il y a un téléphone qui prend feu, je dois faire telle étape, puis telle étape». Il faut pouvoir réagir directement. Ça va être la même chose, pour des équipes, médicales. S'il y a un patient qui est en urgence, on n'a pas le temps de consulter le manuel, il faut pouvoir réagir directement et donc il y a un besoin finalement de mémoriser certaines informations, pas toutes bien évidemment, mais en tout cas des informations qui sont essentielles et qu'on a toujours besoin de mémoriser, de manière forte. On a aussi un effet, aujourd'hui qui s'appelle la surcharge cognitive. Donc en fait, ce qu'il faut pour comprendre ça, c'est comprendre qu'aujourd'hui, on apprend aussi quand le cerveau est au repos. Quand il est au repos, le cerveau, il réorganise les informations qu'il a emmagasinées et dans ce processus, il va oublier ou effacer les informations qui sont stockées dans la mémoire court terme et qui sont considérées comme non essentielles. Donc ce qu'il pense qu'il peut oublier, il va l'effacer. Et tout ce qu'il considère comme essentiel, ça va être transféré dans la mémoire long terme, justement parce que c'est consolidé. Il sait qu'il aura besoin d'aller chercher, plus tard ou à certains moments précis. Donc tout ça, ça va être transféré. Pour autant, aujourd'hui, avec toutes les sources de médias auxquelles on est exposé, le cerveau reçoit beaucoup de distractions. Donc on a des informations en continu à la télé, on est sursollicité par les écrans, que ce soit sur des messages, sur des appels, sur notre smartphone qui nous suit partout. On a les notifications des réseaux sociaux, de nos applications, des jeux, on a nos mails, on a internet et donc le cerveau finalement a de moins en moins de temps de repos. Et donc finalement ce processus de réorganisation a été fortement perturbé si on le compare à ce que c'était il y a 10-15 ans. Et donc, tout ça a bien évidemment une influence sur notre capacité de mémorisation et d'attention. Je pense que le taux d'attention aujourd'hui a été étudié il n'y a pas longtemps, il est inférieur à celui d'un poisson rouge. C'est pas péjoratif, c'est vraiment un fait. Aujourd'hui, le cerveau est incapable de rester attentif très longtemps. Le dernier point, avant de passer vraiment au sujet de l'IA, chez Drinster, c'est que, bien évidemment, même si notre cerveau a évolué, il y a un autre effet qui reste d'application, qui s'appelle la courbe d'oubli. Vous avez certainement entendu parler de ce point-là. En fait, ça a été mis en évidence, ça a été découvert au XVIIIe siècle par un philosophe allemand qui s'appelle Hermann Ebbinghaus, et qui montre en fait finalement que l'information est perdue au fil du temps quand le cerveau ne cherche pas à la conserver.
Donc, on va apprendre quelque chose et puis assez rapidement, on a tous vécu cet effet, on suit une formation, on étudie pour un examen et puis 1 ou 2 semaines après, on essaie de se rappeler ce qu'on avait vu et on en est incapable. Et donc des études justement se sont basées sur cette théorie par après, assez récemment, pour démontrer qu'on peut oublier jusqu'à 80 de ce qu'on a appris en une semaine, ce qui est assez énorme. Encore une fois, surtout si on le met en parallèle, à des choses qu'on est obligé de retenir dans le cadre de notre travail, pour lesquelles on n'aura pas le temps d'aller chercher cette information, dans un manuel ou sur notre téléphone. On a un besoin vraiment de consolidation de ces connaissances, de ces compétences. Et en fait, tout ça, c'est principalement lié au côté passif des méthodes d'apprentissage que j'évoquais tout à l'heure. Finalement, on fait que écouter, on va écouter un formateur, un prof, on va lire un manuel, on va regarder une vidéo ou cliquer à travers un e-learning. Et donc, tout ça ne permet pas de traiter activement l'information, et ce qui fait qu'elle va rester dans la mémoire court terme et elle va être oubliée au moment de la réorganisation. Donc, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu pour maintenir le niveau de connaissance, le niveau de compétence ou de sensibilisation, ça peut être aussi le cas pour ce genre de sujet, au bon niveau tout au long de l'année. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu chercher à apporter chez Drillster. On a fait le choix de proposer une application. Depuis le début, l'IA, c'est vraiment un sujet qui explose maintenant, mais chez Drillster, on a plus de 10 ans d'expérience et on a toujours intégré de l'IA dans notre application. Le but, finalement, c'était de proposer une méthodologie d'apprentissage qui se base sur des techniques basées sur les neurosciences, donc pour proposer un apprentissage efficace avec une IA qui va personnaliser l'expérience de chaque utilisateur, finalement, pour lui permettre d'acquérir, de maintenir, de mémoriser les connaissances et compétences dont il a besoin pour être efficace dans son travail, pour préparer un examen ou pour pouvoir agir en toute sécurité tout au long de l'année. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on retrouve les images, que j'ai exposées tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut me dire, me rappeler justement quelles sont ces images? Est-ce que vous avez mémorisé les images que j'ai présentées? Oui, OK, on a ChatGPT, Tesla, on a, Iron Man, j'ai le cerveau, des robots et Matrix et Netflix. OK, super. Et le bancaire, c'était le Apple Les lunettes Vision. Apple. Apple Vision, ouais. Exactement. Donc, bravo, félicitations. Effectivement, c'était ça. Bravo à ceux qui ont réussi à maîtriser. Pour ceux qui ont pas réussi, alors je me permets juste de préciser que sur l'image d'Iron Man, c'est Jarvis, donc son intelligence artificielle Oui. qu'on voulait souligner. Mais en tout cas, on voit déjà un besoin de répétition pour consolider la mémorisation. Bravo à ceux qui ont réussi. Pour les autres, bah, justement, on aura l'occasion de retravailler ça. Et je passe au vif du sujet, dans la méthodologie Drillster. Alors, pour comprendre justement l'utilisation qu'on fait de l'IA, je vais vous détailler d'abord notre méthodologie. Comme ça, vous aurez vraiment une vue très claire de l'impact de l'IA dans notre méthode. Ça ne prendra pas 1 heure, je vous rassure, ça va aller assez vite. Le premier point, en fait, qu'on a mis en place, c'est de faire du micro-learning. Pour plusieurs raisons. Le premier point du microlearning, c'est que quand on fait des modules qui sont courts, généralement en moyenne, on est sur des modules de 5 à 10 minutes. Bah, finalement, tout ça, ça nous permet d'absorber assez facilement les éléments essentiels. Ça permet d'éviter une surcharge du cerveau, justement, d'éviter que le cerveau n'absorbe trop d'informations et oublie une partie si on compare avec l'étude d'un manuel d'une centaine de pages, par exemple, ou regarder une vidéo, un e-learning qui dure presque 1 heure. Là, avec des modules qui sont courts, le cerveau peut plus facilement absorber cette information, peut rester concentré pendant la durée de l'apprentissage. Et l'autre point, c'est que ça va permettre aussi de faire un apprentissage à intervalles courts et réguliers. Donc, plutôt que de faire une grosse session massée, on appelle typiquement le bachotage, on va faire plusieurs sessions qui seront répétées justement pour pouvoir maintenir cette information. Le deuxième point, c'est que chez Drillster, on propose un apprentissage qui est basé sur l'évaluation.
Donc, je parlais tout à l'heure des méthodes traditionnelles dans lesquelles on est plutôt passif, qui continuent aussi, même dans les nouvelles avec l'IA, on parle du chatbot, bah, finalement, ça reste le même principe. Chez nous, on propose un apprentissage actif qui est à base de questions, à base de problèmes, de mise en situation, de dilemmes. Et en fait, d'un point de vue pédagogique, le traitement actif d'une information, ça permet de mieux la mémoriser. C'est une sorte de gymnastique, qui permet de récupérer plus facilement une information. C'est une gymnastique cérébrale, donc plus j'ai réfléchi aux différentes caractéristiques d'un protocole ou d'un produit, à la bonne manière de réagir face à telle ou telle situation, plus le jour où j'ai besoin d'aller chercher cette information, je pourrais aller la récupérer très facilement parce que justement ce chemin a été, travaillé dans mon cerveau et donc, elles sont à portée de main, assez facilement. Et par rapport à l'IA, en fait, ce que ça va nous permettre finalement, c'est de déterminer précisément pour un utilisateur donné, quels sont les éléments qui sont maîtrisés de ceux qui sont, plus ou moins maîtrisés et ceux qui ne le sont pas du tout. Donc on a justement ce tri à force de réponses à des questions qui va nous permettre d'identifier ces points de manière assez précise. Et alors ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que dans notre méthodologie, bah, finalement, on a la possibilité d'utiliser aussi des médias, des images, des PDF, des vidéos pour créer des mises en situation assez, proches de ce que vous pouvez, expérimenter en situation réelle dans votre entreprise et donc de ne pas faire que de la formation sur des hard skills, mais aussi sur des soft skills, comme du management, du leadership, faire de la sensibilisation à la sécurité, des choses qui sont assez transverses. Mais en tout cas, le point, qu'on voulait souligner, donc c'est un traitement actif d'une information, une identification des points maîtrisés et moins maîtrisés. Ensuite, après chaque question, l'application va afficher un feedback immédiatement, pour améliorer l'effet d'apprentissage. Donc tout simplement, je réponds à une question et tout de suite, on m'explique justement, quelle était la bonne réponse et pourquoi. Donc on a 2 cas de figure possibles. Soit je me suis trompé, donc à ce moment-là, mon cerveau, il se met en mode survie, il va être ouvert à pouvoir absorber une information complémentaire, une information correctrice, pardon. Donc, au moment où je me trompe, on me montre tout de suite, bah, justement, la bonne réponse, c'était ça et la raison, c'était que, et là, on peut détailler ça, justement dans un feedback correctif. Si j'ai trouvé la bonne réponse, ça peut être soit le même principe en se disant, il y avait 4 réponses possibles et j'ai choisi au hasard, donc je vais quand même lire le feedback pour comprendre l'information, ou alors c'est une information qui est complémentaire, qui va pouvoir compléter ce que je sais déjà, pour pouvoir répondre à une autre question. Et donc, quoi qu'il arrive, en fait, peu importe ma réponse, je vais pouvoir apprendre, que je me trompe ou pas, je vais pouvoir apprendre et on peut aussi, utiliser des images, des sons, des vidéos, des PDF dans ces feedbacks correctifs. Mais on arrive justement sur la partie, la première partie de l'utilisation de l'IA dans Drillster. En fait, comme je l'ai dit plus tôt, on propose un apprentissage qui est basé sur l'évaluation, donc avec, justement des questions qui vont nous permettre de mesurer le niveau de maîtrise. Mais par contre, on n'est pas dans des quiz traditionnels, dans lesquels on a un set de 20 questions et au bout du compte, on a un score, on répond une fois à chaque question et on a un score final. Chez Drillster, on est vraiment dans une logique d'apprentissage et donc on va répondre à ces questions en continu jusqu'à ce que le score qu'on voit ici à 49, bah, jusqu'à ce que ce score arrive à 100%. Et quand on arrive à 100%, ça veut dire qu'on maîtrise tous les points clés d'un module donné. Et en fait, le fait de répondre à ces questions, encore une fois, permet de déterminer les éléments qui sont maîtrisés et moins maîtrisés. Et notre IA va justement ajuster l'ordre et la fréquence pour chaque individu en répétant plus fréquemment les éléments, qui sont pour lesquels on a le plus de difficultés, sur lesquels on a des lacunes et au fur et à mesure, ça va également mettre de côté, les points que je maîtrise déjà. Pour vraiment concentrer mon apprentissage sur les sujets que je dois renforcer, que je dois apprendre, que je dois compléter et éviter de me faire revoir ce que je connais déjà. Donc ça permet déjà de faire un premier tri au sein d'un même module, de m'amener finalement au bon niveau de maîtrise, de connaissance, de compétences selon le sujet, d'accompagner finalement, ça permet d'accompagner chacun de la manière dont il doit être accompagné pour apprendre ce qu'il doit apprendre. Pour une personne, par exemple, ça va demander, peut-être plus de répétitions. Pour une autre, ça ira assez vite parce que, ça fait déjà 10 ans qu'il est dans la société et il connaît très bien les sujets. Les 2 vont, atteindre 100% au final, chacun prenant le temps et les répétitions dont il a besoin. Mais justement, ce principe de répétition
ça implique l'effet, le droit à l'erreur. Quand on se trompe, ça fait partie de l'apprentissage. On a ce feedback qui va venir s'afficher et notre IA va choisir le moment idéal pour répéter une question, pour être sûr que finalement j'ai encore la chance de l'apprendre, que je n'ai pas oublié certains points, pour lesquels j'ai démontré ma maîtrise et donc de m'amener au bon niveau de connaissance. Et ça finira évidemment, notre IA finira bien évidemment par nous reposer une question sur un élément qu'on maîtrise déjà, pour vérifier qu'on le maîtrise toujours, parce qu'elle a imaginé qu'on allait l'oublier. Donc finalement, ça permet de consolider tous ces apprentissages. Alors, je vous montre un exemple d'une illustration à quoi ça ressemble en situation dans l'application. On voit ici, donc on a une première mise en situation dans laquelle on voit une conseillère qui discute avec ses clients et l'apprenant doit regarder cette vidéo de situation, identifier les techniques commerciales qui sont utilisées. Donc ici, la personne répond, choisit les réponses qu'elle pense être correctes, elle va se tromper et on a ce feedback correctif qui va s'afficher avec justement les techniques commerciales qu'il fallait répondre. On a le feedback écrit qui va me détailler l'information. On aurait pu aussi avoir une vidéo qui complète justement ce feedback. Ensuite, une fois donc cette question, on s'est trompé dessus, on nous reposera la même question ou une forme équivalente un peu plus loin. Mais en tout cas, elle est considérée comme non maîtrisée. Et on a un deuxième exemple dans lequel justement on a une mise en situation similaire et ici notre apprenant va trouver la bonne réponse. Alors je vous spoil un peu la réponse puisqu'on le voit apparaître. Donc on a quand même un feedback qui va s'afficher, mais comme on a trouvé la bonne réponse, du coup notre algorithme lui il va considérer que ce point est maîtrisé et il sera mis de côté pendant un certain temps justement pour se concentrer sur les questions comme celles d'avant pour lesquelles on s'est trompé, éviter de me faire perdre du temps à apprendre ce que je connais déjà. On a aussi, donc notre IA qui va intervenir à un autre niveau, qui est justement sur la courbe d'oubli, que je mentionnais en début de présentation, tout simplement parce que, on calcule la courbe d'oubli, notre IA calcule la courbe d'oubli pour chaque utilisateur, pour chaque module et en fait tout ça, ça va permettre de calculer le moment idéal pour pousser le bon sujet au bon moment pour chaque utilisateur et proposer une répétition espacée. Donc encore une fois, plutôt que de suivre une formation en arrivant dans une société ou à un moment donné, une fois par an, chaque collaborateur va être invité à réviser un sujet plusieurs fois dans l'année, à chaque fois où on est sur le point d'oublier ce sujet, pour permettre finalement de maintenir le bon niveau de maîtrise tout au long de l'année. Ça peut être aussi dans le cadre de préparation à un examen, où on sera invité au moment idéal pour se préparer de manière optimale, pour être sûr que le jour de l'examen, on ait le bon niveau de maîtrise. Myriam, vous avez une question? Oui, j'ai une question par rapport à la courbe d'oubli. Comment elle est Ouais. calculée, pour chaque individu justement? Alors, on va utiliser pour ça différentes données d'apprentissage, qui vont être, les réponses bien évidemment qu'on a données dans le module. Ça peut être le temps qu'on a passé, le nombre de fois qu'on a répété. On utilise aussi les données d'autres utilisateurs pour affiner, ce point. Donc typiquement, si, j'ai répondu à des questions correctement en, 10 secondes alors que tout le monde y arrive en 2 secondes, ben, on calcule que mon niveau de maîtrise n'est pas le même et donc ma courbe d'oubli s'en trouvera bien évidemment impacté. Donc c'est toutes ces données d'utilisation finalement qui vont être base dans ma courbe d'oubli. Le temps passé, les répétitions, mon niveau de maîtrise, le temps global depuis lequel j'ai pratiqué et qui vont être utilisés dans le calcul de la courbe d'oubli. OK, merci. Et donc finalement, le moment que l'IA va choisir pour pousser un contenu, il a aussi un intérêt. C'est pas un moment anodin parce qu'il doit être vraiment à la frontière idéale entre, le moment où l'oubli est assez fort pour que l'effort de récupération d'une information soit intéressant d'un point de vue pédagogique. Si on me fait répéter un sujet le lendemain d'une formation, bah, tout est encore frais et donc j'ai pas besoin de faire cette récupération. Donc on va laisser oublier un moment, cette information, mais en tout cas, ça doit être aussi éviter justement, dans certains cas que j'ai oublié certains éléments clés parce que potentiellement je peux en avoir besoin dans mon travail et donc il faut calculer ce moment très précis
où on va répéter ce sujet-là. Donc le but, c'est bien évidemment d'arriver à un niveau de maîtrise élevé tout au long de l'année. Finalement, le but de Dripster, c'est d'arriver à transformer le pic de connaissances en niveau de maîtrise continue tout au long de l'année, un type de graphe comme celui qui s'affiche ici en haut. En fait, plutôt que de faire une formation à un moment donné, en début d'arrivée, on va proposer des répétitions au moment où on est sur le point de l'oublier. Et on va avoir donc des répétitions qui sont de plus en plus espacées sur des sujets qui sont essentiels pour nous, qui sont assez précisément choisis. Parce que finalement, grâce au transfert de l'information de la mémoire long terme, on va oublier de moins en moins rapidement et on a moins besoin de réviser. Donc, d'un autre point de vue, si on se concentre sur le fait que les questions d'un module sont concentrées de plus en plus sur les modules, sur les points que je maîtrise le moins, techniquement, ces points sont aussi de moins en moins nombreux. Donc finalement, les sessions vont être de plus en plus courtes, de plus en plus espacées. Donc tout ça, ça permet d'obtenir un meilleur niveau de maîtrise, que ce soit sur des connaissances, des compétences ou de la sensibilisation, en un temps de formation qui peut être fortement réduit. Donc chez nos clients, généralement, on est sur du 40 à 50% en moyenne de temps de réduction de formation. Et encore une fois, tout ça, c'est complètement personnalisé pour chaque collaborateur, chaque utilisateur, chaque étudiant, de manière à pouvoir l'accompagner idéalement dans son apprentissage, sur les points qu'il a besoin de réviser au moment où il a besoin de les réviser. Donc en conclusion, effectivement, on entend beaucoup parler de l'IA dans la formation aujourd'hui. On l'a vu, c'est utilisé pour de nombreux sujets, pour de nombreuses fins, qui permettent soit de soutenir l'ingénieur pédagogique dans la conception de modules, soit dans la création de contenu ou pour l'apprenant, le soutenir dans son parcours d'apprentissage. Mais tout ça se base souvent sur une même manière d'apprendre et on n'a pas changé justement cette manière d'apprendre. Pour autant, il y a des sujets pour lesquels on a besoin d'avoir une meilleure mémorisation, on a besoin d'apprendre différemment et aujourd'hui, on voulait justement vous montrer qu'il n'y a pas que l'IA générative, qu'il y a aussi des moyens d'utiliser de l'IA pour soutenir un apprentissage plus efficace et plus durable sur le long terme, pour pouvoir être efficace dans son travail toute l'année, pour pouvoir solliciter les bonnes connaissances, les bonnes compétences au bon moment. J'espère en tout cas que j'arrive au bout de cette présentation. J'espère que ça vous a éclairé justement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle chez nous. Je vais vous laisser un moment peut-être pour soit poser des questions que vous pourriez avoir sur ce que j'ai présenté, sur des choses qu'on a dites, ou alors peut-être que de votre côté, vous avez déjà mis en place de l'IA sur certains sujets de formation. Et dans ce cas, je vous laisserai expliquer oui, si oui, lesquels, et détailler un peu ces expériences. C'est votre moment, je vous laisse contribuer. Pas de questions? Si pour alors, j'ai jamais utilisé, l'intelligence artificielle pour créer un module de formation et c'est un peu l'objectif, qu'on aurait. Hem, En ayant un sujet et un rétro-planning, on est capable donc si je comprends bien, de chercher le contenu, de créer le module de formation, de développer, on va dire la façon d'apprendre de l'apprenant, enfin les méthodes d'apprentissage, adaptées et le rythme et la fréquence du suivi. Dans Dripster, vous voulez dire? Ouais. Alors chez nous, on n'a pas encore intégré l'IA pour la conception de modules. On a vraiment cette IA qui participe à la rétention, à la mémorisation pour chaque collaborateur, chaque apprenant. Mais tout ça est complètement automatisé. C'est-à-dire que vous allez créer un contenu ou ça peut être une importation de contenu déjà existant. Vous allez définir justement des niveaux de maîtrise à maintenir selon l'importance du sujet ou selon une date d'examen. Et c'est l'IA qui va complètement piloter le moment où chacun recevra un rappel, sera invité à réviser, sera justement sollicité pour maintenir ses connaissances, ses compétences, pour justement avoir cet effet qui va être durable. Donc on n'a pas de côté, la seule configuration finalement qu'on peut faire, c'est de déterminer le niveau d'importance du sujet et le reste, c'est notre IA qui va piloter les rappels, les sessions,
le moment où il faut inviter quelqu'un à réviser. Ok, merci. Et peut-être pour compléter ça, donc nous avons testé beaucoup avec l'IA générative, c'est-à-dire que ChatGPT, par exemple, on a vu la force pour notamment, par exemple, créer des textes ou créer des questions où l'IA peut être très formée aussi pour l'inspiration. Parfois, certaines questions peuvent donner de l'inspiration pour mieux savoir quoi inclure dans une certaine module de formation. On a des prompts, donc comment poser une question à ChatGPT pour avoir le meilleur résultat pour le cible pour lequel on écrit les contenus. Est-ce que c'est pour des débutants? Est-ce que c'est pour des experts, etc. Est-ce que c'est pour des jeunes, tout ça? On est en train d'automatiser ça dans l'éditeur de Readstore, donc pour que ça soit donc une option additionnelle pour les ingénieurs pédagogiques d'utiliser pour faciliter ou accélérer un peu la création des contenus. Mais le point reste que c'est donc de l'IA générative qui peut aider dans la création des contenus, mais ça ne donne pas pour résultat que l'apprenant a tout compris, qu'il peut reproduire ce qu'il a lu ou vu et mémoriser et appliquer ça au bon moment lorsqu'il a besoin de ça dans son travail. Et cette partie, c'est comme Dominique expliquait, la partie IA dans notre application adaptative. Et avec les génératifs, je pense que ça donne une solution encore plus complète. Donc à suivre, c'est bientôt qu'on lance ça. On manquera Mais bien du coup, évidemment. alors juste pour préciser, du coup, si on précise à l'IA le niveau de l'apprenant, par exemple, si quelqu'un qui n'a aucune compétence dans un sujet, dans un domaine, est-ce que, enfin, c'est des données qu'on peut intégrer dans l'IA pour que comment dire, les rappels et le suivi des questions, des examens soient adaptés? Tout à fait, c'est ça. Ouais. Ok. C'est vraiment Après, au point c'est notre cible. cognitif. Voilà. Donc, et en fait, donc, ce que vous définissez pour votre cible, c'est qu'est-ce qu'on doit maîtriser à un certain moment, donc dans 2 mois. Et donc, vous mettez, OK, on doit être capable de faire une certaine procédure, appliquer un protocole, etc. Et en fait, l'IA, effectivement, donc, va amener l'apprenant pour être sûr qu'il maîtrise 100% le sujet dans 2 mois. Tout à fait, c'est ça. Après, les Ok. principes d'apprentissage et de répétition vont aussi faire leur travail en fonction de l'exactitude des réponses qui sont données. On va calculer justement le niveau de maîtrise de chaque point d'apprentissage. Donc, automatiquement, le niveau de maîtrise d'un candidat est affiné par l'IA qui va choisir de lui répéter plus ou moins souvent une question jusqu'à ce que ce soit maîtrisé. Donc, on est complètement accompagné à ces 2 niveaux-là par l'IA pour s'assurer que les points sont maîtrisés. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres partages, peut-être des retours d'expérience par rapport à l'utilisation de l'IA? Je ne sais pas si chez Stellantis, vous en avez mis en place ou quelqu'un d'autre? Dans la formation, pas encore. On est aussi en train de chercher des pistes et d'essayer de l'intégrer dans la conception, la traduction. Ok, super. J'espère qu'on vous a offert une nouvelle piste de réflexion, en tout cas, sur cette approche. S'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de remarques, de contributions, je vous propose qu'on en reste là. Je me permets juste de vérifier une dernière fois. Est-ce que quelqu'un, avant qu'on ne ferme cette session, a une dernière question, une dernière remarque? Visiblement non. Alors, en tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que vous avez pu avoir une dose d'inspiration et un nouvel éclairage sur l'utilisation de l'IA pour la formation, pour d'avoir une formation efficace et durable. Si vous avez des questions qui vous reviennent, si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement, si vous voulez une démo de notre application ou discuter de cas d'usage plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter. Je vous affiche mes coordonnées, même si vous les recevrez très certainement, si vous ne les avez pas déjà reçues, vous les recevrez très prochainement. Et on se tient à votre disposition pour pouvoir vous accompagner de manière optimale. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une excellente journée et on ne manquera pas de vous inviter pour des prochains petits déjeuners. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir.